Dans les chevaux complexes de la République romaine, où la gloire militaire constituait la monnaie la plus prisée de l'ambition politique, rares furent les figures ayant incarné avec autant d'acharnement la quête du pouvoir et de la reconnaissance que Marcus Licinius Crassus. Surnommé l'homme le plus riche de Rome, sa fortune était légendaire, amassée grâce à la spéculation immobilière, à l'exploitation des mines et même à cette pratique infamante consistant à acheter à bas prix des propriétés en flammes afin de les reconstruire avec ses propres esclaves. Sa richesse lui conférait une influence inestimable, un réseau de clients et de débiteurs s'étendant à travers toute la ville, ainsi qu'une place de choix sur la scène politique romaine. Cependant, une lacune criante entachait son palmarès, la gloire militaire qu'il aurait hissée au même rang que ses rivaux contemporains, Jules César et Pompée le Grand. Alors que César conquérait la Gaule, agrandissant les frontières de Rome et inscrivant son nom dans l'histoire à travers des campagnes audacieuses et des victoires écrasantes, et que Pompée accumulait triomphes mémorables contre les pirates et les royaumes orientaux, Crassus restait surtout associé à sa victoire contre Spartacus et les gladiateurs rebelles. Un exploit remarquable, certes, mais dépourvu du prestige d'une conquête étrangère contre un empire établi. Il aspirait à un triomphe capable d'éclipser ceux de ses pairs, à une campagne épique qui scellerait son héritage parmi les plus grands généraux de Rome. Cette soif insatiable de reconnaissance, mêlée à l'arrogance de sa position et de sa richesse, allait le conduire vers un point de non-retour, entraînant avec lui des dizaines de milliers de vies. C'est dans ce climat de rivalité intense qu'émergea le premier triumvirat, un pacte informel de pouvoir entre Crassus, Pompée et César, vers l'année 60 avant Jésus-Christ. Une alliance forgée par la convenance et l'ambition, destinée à contrôler la République. Bien que Crassus bénéficiât d'un immense pouvoir politique à Rome, l'absence d'un grand fait d'armes militaires demeurait une épine dans son pied, un rappel constant qu'aux yeux du peuple et de l'aristocratie, il restait encore un cran en dessous de ces deux co-triumvirs. Ce besoin impérieux de se prouver à lui-même, de graver son nom sur un socle de gloire militaire, allait devenir son obsession la plus profonde, et finalement, sa perte. Son regard se tourna vers l'Orient, vers l'Empire parthe. Une puissance mystérieuse et redoutable s'étendant de l'Euphrate jusqu'à l'Indus. Les Parthes, réputés pour leurs guerriers farouches, étaient célèbres pour leur cavalerie d'archers et leurs cataphractaires, ces cavaliers lourdement blindés presque invulnérables. La frontière orientale de Rome avec la Parthie était une ligne fragile, marquée par des conflits latents et une diplomatie tendue. Ce vaste royaume, riche et jamais conquis par Rome, promettait non seulement la gloire, mais aussi un butin inimaginable. Pour Crassus, c'était l'opportunité idéale. Une victoire contre les Parthes non seulement réduirait au silence ses détracteurs et l'élèverait au niveau de César et de Pompée, mais lui apporterait aussi des richesses fabuleuses à ajouter à ses immenses possessions, scellant ainsi sa place d'homme le plus puissant de son époque. En 55 avant Jésus-Christ, Crassus fut élu consul pour la deuxième fois, aux côtés de Pompée. Sa province attribuée fut la Syrie, une position stratégique lui donnant un accès direct à l'Empire parthe. Fort de son autorité consulaire et du commandement des légions romaines, Crassus vit son destin se concrétiser. Ignorant les traités existants et sans aucune provocation parthe, il commença à préparer son invasion. La décision de Crassus d'attaquer la Parthie fut largement condamnée à Rome. Le Sénat, qui considérait la Parthie comme une puissance lointaine et un ennemi inutile, tenta d'empêcher la campagne. Mais Crassus, grâce à son immense influence et à son pouvoir, parvint à contourner toute opposition. Les avertissements, cependant, ne provenaient pas uniquement de la sphère politique. Des oracles et des présages funestes apparurent, interprétés comme des signes divins clairs contre cette entreprise. Prêtres et augures signalèrent des événements défavorables, mais Crassus, dans sa superbe, les rejeta comme de simples superstitions. Les rapports de ses propres officiers, expérimentés dans la région, mettaient en garde contre la nature du désert,
la difficulté d'approvisionnement et la puissance redoutable de l'armée parthe, mais furent ignorés. Même ses proches alliés, conscients des dangers liés à l'affrontement d'une cavalerie si bien adaptée au désert, tentèrent de le dissuader. Les récits de marches forcées, sous un soleil implacable, de pénurie d'eau et de la tactique parthe, consistant à reculer pour attirer l'ennemi dans des embuscades, abondaient. Pourtant, Crassus était aveuglé par l'ambition. Il ne voyait que la gloire devant lui, le triomphe qui l'attendait. En 54 avant Jésus-Christ, Marcus Licinius Crassus franchit le fleuve Euphrate à la tête de 7 légions romaines, composées d'environ 43 000 hommes, incluant une cavalerie puissante et des archers. À ses côtés se trouvait son fils Publius Crassus, un jeune général prometteur qui avait servi avec distinction sous César en Gaule. La présence de Publius témoignait de la gravité de l'ambition de Crassus, un père emmenant son fils pour qu'il assiste et participe à son heure de triomphe. La machine de guerre romaine, fierté de Rome et terreur de ses ennemis, marchait vers l'Orient, en direction du cœur de l'Empire parthe, vers une terre de mystères et de dangers inconnus. Dès le début, la campagne fut marquée par des décisions erronées et une arrogance frisant l'imprudence. Crassus préféra la route la plus directe à travers le désert, convaincu que la rapidité et la surprise seraient décisives, malgré les conseils de ses officiers, d'emprunter plutôt un itinéraire côtier, plus sûr et mieux approvisionné. Son empressement à trouver et détruire l'armée parthe le poussa à ignorer les renseignements locaux et à tomber dans des pièges. L'ombre de la guerre s'étendait sur le désert et la cupidité d'un seul homme allait bientôt déclencher l'une des défaites les plus catastrophiques de l'histoire romaine. Une défaite si profonde que ses répercussions se feraient sentir pendant des siècles, aboutissant à une légende que Rome tenterait d'effacer de sa propre mémoire. La Légion perdue s'apprêtait à entamer son odyssée, un périple qui les mènerait bien au-delà des limites du monde connu, vers un destin inimaginable. Les mises en garde sur la traîtrise du désert et la puissance inhabituelle de l'Empire parthe résonnaient comme des murmures dans le vent, ignorés par le général Marcus Licinius Crassus dans sa marche implacable. Alors que l'armée romaine de 43 000 légionnaires s'enfonçait dans les plaines arides de Mésopotamie, le soleil brûlant et le sable sans fin commençaient à faire payer leur tribut, non seulement par la fatigue physique, mais aussi en rongeant le moral. C'était l'année 53 avant Jésus-Christ et le destin allait donner une leçon brutale d'humilité, une défaite que Rome tenterait d'effacer de ses annales, mais que ceux qui l'avaient vécue n'oublieraient jamais. Sur une plaine désolée près de l'ancienne cité de Carès, ce qui devait être une bataille rangée se transforma rapidement en cauchemar. Les Romains, épuisés et déshydratés, aperçurent enfin les forces parthes. Ce n'était pas l'armée massive qu'ils attendaient pour un combat frontal, où la discipline et les formations romaines excellaient. À la place, une force plus petite mais totalement mobile, armée d'un arsenal mortel, les attendait. Sous le commandement du général Surénas, les Parthes déployèrent une stratégie, exploitant chacune des faiblesses de l'inflexible machine de guerre romaine. Le premier assaut fut une pluie de fer et de morts. Des archers parthes, montés sur des chevaux rapides capables de couvrir de longues distances, encerclèrent les légionnaires, décochant flèche sur flèche sans relâche. Ce n'étaient pas des flèches ordinaires, mais des projectiles longs et lourds conçus pour percer cuirasses et boucliers. Des centaines de flèches s'abattaient chaque minute, déchirant le cuir, transperçant le métal et lacérant la chair avec une facilité effrayante. Le vacarme était assourdissant, le sifflement des flèches dans les airs, l'impact sec sur le métal, le bruit mou dans la chair, suivi par les cris de douleur et de terreur résonnant à travers le désert. Les Romains, habitués aux combats rapprochés et aux formations denses qui broyaient leurs ennemis, se retrouvaient impuissants. Leur tactique ne fonctionnait pas contre un adversaire aussi insaisissable. Ils ne pouvaient atteindre les archers, qui s'éloignaient à cheval dès que la distance diminuait, pour revenir aussitôt et poursuivre leur carnage. La fameuse flèche parthe,
où les archers tournaient sur leur selle pour tirer en arrière tout en fuyant, était particulièrement démoralisante, car elle leur permettait de maintenir une pression constante sans jamais s'engager au corps à corps. Les flèches, en quantité incroyable, épuisaient non seulement la vie des soldats, mais aussi leur espoir et leur réserve, les Romains ne pouvant pas remplacer les milliers de flèches fichées dans leurs boucliers et leur corps. Pour aggraver la situation, la cavalerie cataphractaire parthe entra en action. Ces guerriers et leurs montures entièrement blindées agissaient comme des chars vivants de l'Antiquité, armés de lances mesurant plusieurs mètres, chargeant avec une férocité implacable. Leur but n'était pas de briser d'un seul coup les lignes romaines, mais de semer le chaos, de pousser les légionnaires dans un cercle mortel de flèches et d'écraser toute tentative de contre-attaque ou de réorganisation. La combinaison de ces deux éléments créait une machine de guerre infernale. Les flèches déchiquetaient, les cataphractaires achevaient. Les Romains étaient pris au piège, dans un supplice sans fin, sans eau, sous un soleil brûlant, regardant leurs camarades tomber les uns après les autres. Les légionnaires, formés à la discipline et à l'agressivité, se retrouvaient piégés en enfer au milieu du désert, sans possibilité de fuite ni de victoire. Le soleil les accablait, la soif augmentait et l'espoir s'amenuisait à chaque camarade tombé. Dans son désespoir, Crassus tenta une manœuvre tactique. Il ordonna à son fils Publius de mener une charge avec 1300 cavaliers et 800 archers, dans une tentative désespérée de briser l'encerclement et soulager la pression. Le courage de Publius et de ses hommes était indéniable, mais leur action fut un suicide. Ils furent rapidement encerclés par les Parthes, isolés et massacrés. Dans un coup psychologique dévastateur, la tête de Publius, empalée sur une lance, fut exhibée devant l'armée romaine, accompagnée de cris de triomphe parthes. Le moral des Romains s'effondra irrémédiablement. Avec la mort de son fils et des pertes atteignant des chiffres insupportables, Crassus, voyant sa légion se désintégrer et la défaite imminente, fut convaincu par ses officiers de négocier avec Surénas. C'était un piège. Lors d'une rencontre fatidique, Crassus fut embusqué et tué, peut-être assassiné par l'un de ses propres hommes dans la confusion, ou exécuté sommairement par les Parthes. Sa fin fut ignominieuse pour un homme de sa richesse et de son ambition. Sa tête fut tranchée et dans un geste de moquerie brutale, de l'or fondu fut versé dans sa bouche grande ouverte, symbole de sa soif insatiable de richesse. La défaite fut totale et écrasante, une catastrophe militaire sans précédent pour Rome. Sur les 43 000 hommes qui avaient marché vers la Mésopotamie, environ 20 000 furent tués et 10 000 faits prisonniers. Seuls quelques 10 000, désorganisés et terrorisés, parvinrent à s'échapper, titubant jusqu'en Syrie. Mais la perte la plus profonde, celle qui humilia véritablement Rome et laissa une tache indélébile sur son orgueil, fut celle des étendards légionnaires, les aigles. Chaque légion portait une aigle en argent ou en or au sommet d'une hampe, symbole de son honneur, de sa force, de l'âme même de Rome sur le champ de bataille. Perdre une aigle constituait la plus grande ignominie, un désastre spirituel et militaire qui entrait l'Empire pendant des décennies. À Carès, non pas une, mais 7 aigles tombèrent entre les mains de l'ennemi. Pour les Parthes, elles étaient des trophées de guerre. Pour Rome, elles représentaient une plaie béante, un rappel constant de l'arrogance et de la catastrophe qui l'avait frappé. L'humiliation était publique, profonde et sans précédent. La machine de guerre romaine, tenue pour invincible, avait été déchiquetée en plein désert, et ses symboles les plus sacrés ornaient désormais les salles de ses ennemis. Le destin des 10 000 survivants, emmenés comme butin humain, était une histoire encore plus sombre, une odyssée d'esclavage et d'exil, les conduisant bien au-delà des frontières du monde connu. Le silence qui s'abattit sur le désert de Carès après le massacre n'était pas celui de la paix, mais d'une horreur suffocante.
La poussière, encore chargée de l'odeur du sang et de la fumée des bûchers funéraires hâtifs, n'avait pas encore retombé que le destin des rares survivants se révéla. Ceux qui n'avaient pas péri sous les flèches partes ou sous les lames impitoyables des cataphractaires, qui n'avaient pas succombé à la honte du suicide ou à l'épuisement d'une fuite vaine, furent confrontés à une réalité nouvelle et terrifiante. Les fiers légionnaires de Rome, jadis colonne vertébrale d'un empire en plein essor, furent réduits à l'état de butin humain. La transformation fut immédiate et brutale. Leurs tenues de guerre, autrefois source de crainte et de respect, furent arrachées, leurs armures, leurs glaives et leurs pilums pillés, transformés en trophées entre les mains de leurs bourreaux. Dépouillés de leur identité militaire, de leur honneur et de leur liberté, ces hommes qui avaient juré fidélité à Rome et à ses dieux devinrent de simples pions sur l'échiquier d'un empire lointain. Ils n'étaient plus des citoyens, mais des esclaves, leur valeur mesurée à la force de leurs muscles et à leur capacité à endurer la souffrance. La marche vers l'esclavage commença presque aussitôt après la bataille. Des milliers de survivants, estimés à environ 10 000, furent rassemblés de force. Les blessures physiques et psychologiques abondaient. Beaucoup titubaient, à peine capables de tenir debout, tandis que la soif et la faim commencèrent à les faucher avant même qu'ils ne quittent le champ de bataille. Les chaînes, même si elles n'étaient pas visibles sur tous, pesaient métaphoriquement sur l'âme de chacun. Sous la surveillance de gardes parthes impitoyables, n'hésitant pas à user du fouet pour presser les plus lents, ils furent poussés vers l'est, en direction du cœur du vaste et inconnu empire parthe. Chaque pas de ce long périple fut une agonie. Sous le soleil brûlant de déserts interminables et à travers des montagnes traîtresses, les légionnaires marchèrent jour après jour. La poussière suffocante, la chaleur torride le jour et le froid mordant la nuit furent leurs compagnons constants. L'eau était rare et la nourriture, lorsqu'elle était fournie, consistait en pain sec et eau trouble, à peine de quoi maintenir en vie ces corps chancelants. Maladies et épuisements étaient omniprésents, transformant la marche en un cimetière ambulant. Ceux qui tombaient, incapables de continuer, étaient abandonnés à la mort dans le désert, leurs vies achevées sans sépulture ni lamentation, un coup invisible de plus de l'ambition de Crassus. Le paysage changeait, révélant l'immensité de l'Asie. Des cités exotiques, des montagnes imposantes et des fleuves tumultueux défilaient sous leurs yeux. Mais la beauté naturelle était voilée par le linceul de la misère. Pour ces Romains, élevés dans les champs fertiles d'Italie et habitués à l'ordre de leur cité et à la gloire de leur armée, l'Empire parthe était un monde étranger, effrayant et brutal. Ils étaient forcés de contempler l'immense richesse de leur geôlier, une cruelle ironie pour ceux qui avaient été vaincus par la cupidité. Les Parthes avaient des projets variés pour ces prisonniers. Certains furent dispersés dans les mines, dans les fermes ou comme serviteurs dans les maisons des nobles. Cependant, la majorité des hommes les plus forts, les plus disciplinés, ceux qui conservaient encore une trace de leur formation militaire, avaient un destin différent. Ils n'étaient pas vus uniquement comme de la main-d'œuvre, mais comme des actifs militaires. Le général Parthésurénas, vainqueur de Carès, avait une vision précise pour eux. Environ 10 000 de ces prisonniers de guerre furent envoyés à la frontière la plus orientale de l'Empire parthe, dans les régions appelées Margiane, Bactriane et Hyrcanie. C'était une zone reculée, une terre de personnes où l'Empire côtoyait les tribus nomades, menaçant constamment ses frontières. Pour les Parthes, ces Romains constituaient la chair à canon, idéale. Des hommes forts, entraînés à la guerre, mais sans loyauté envers qui que ce fût hormis eux-mêmes. Leur origine étrangère les rendait jetables, et leur désespoir de survie, un moteur puissant pour se battre avec férocité pour leur nouveau maître. L'ironie était douloureuse. Les mêmes hommes envoyés étendre l'Empire romain vers l'Est étaient désormais contraints de défendre l'Empire de leurs vainqueurs, combattant des ennemis qu'ils ne connaissaient même pas. Le voyage dura des mois, peut-être plus d'1 an, couvrant des milliers de kilomètres de terrain impitoyable. Chaque jour était une lutte pour survivre, un témoignage de la résilience humaine et de la soif indomptable de vivre, même dans les circonstances les plus désespérées.
À mesure qu'ils approchaient de leur destination finale, l'espoir d'un sauvetage ou d'un retour à Rome fanait comme les plantes du désert. Le souvenir de leur maison, de leur famille et de leur gloire romaine devenait un lointain écho, presque un rêve. Ils étaient désormais les perdus de Rome, abandonnés par leur empire et forcés de construire une nouvelle existence aux marges du monde civilisé comme esclaves militaires. L'humiliation de Crassus résonnait en chaque fibre de leur être, les réduisant à de simples pions dans des jeux de pouvoir, bien au-delà des frontières qu'ils avaient autrefois défendues. Leur marche vers l'esclavage touchait à sa fin, mais la véritable épreuve de ces légionnaires ne faisait que commencer, dans un exil plus cruel et plus long que quiconque aurait pu imaginer. Des milliers de regards, autrefois fixés sur les aigles étincelantes de Rome, se perdaient désormais à l'horizon poussiéreux d'une terre inconnue. Après la marche forcée à travers le vaste empire parthe, les survivants de Cars, jadis fiers légionnaires, furent déposés aux frontières orientales, un exil cruel et désolé. Leur destin n'était pas la mort immédiate dans les arènes, mais une existence prolongée comme une mort lente, forcés de servir ceux qui avaient anéanti leurs frères et broyé leur gloire. Ils n'étaient plus des soldats de Rome, mais de la chair à canon pour les Parthes, envoyés défendre les lignes les plus reculées contre les hordes nomades menaçant constamment l'empire oriental. Les garnisons qui leur furent assignées étaient l'incarnation même de l'oubli. Des fortifications isolées et primitives, érigées dans des déserts implacables et des steppes balayées par les vents, où le silence n'était rompu que par les hurlements du vent ou le cri lointain d'une bête sauvage. La fierté de Rome avait cédé la place à la terre aride, au soleil impitoyable et à l'absence totale de toute trace de civilisation familière. Dans ces postes avancés, l'ironie était palpable. Les plus grands ingénieurs militaires de l'Antiquité furent contraints d'utiliser leurs compétences pour renforcer les défenses de leurs geôliers. Des mains qui avaient bâti aqueducs et routes à la gloire de Rome creusaient désormais des fossés et érigeaient des murs de boue et de pierre pour les Parthes. La sueur qui autrefois nourrissait l'essor de l'Empire arrosait désormais la terre stérile de leur captivité. La vie en captivité était un combat quotidien pour la survie. Rats et insectes étaient des compagnons plus fréquents que des visages connus. La nourriture était rare, l'eau précieuse, et chaque aube apportait un défi simple: exister encore un jour de plus. Beaucoup succombèrent à la maladie, à la famine ou au pur désespoir. Les promesses d'un retour à la patrie s'évanouissaient comme des mirages dans le désert. Et l'espoir n'était qu'une flamme vacillante menaçant de s'éteindre à tout moment. Mais l'essence même du légionnaire romain, forgée par des années de discipline rigoureuse et une camaraderie inébranlable, ne pouvait pas être si facilement éteinte. Une culture de survie émergea où l'adaptabilité devint la monnaie la plus précieuse. Dans leur exil, les Romains commencèrent à observer non comme des ennemis, mais comme des prisonniers guidés par l'instinct primal de se préserver. Leurs geôliers Parthes étaient des maîtres de la guerre de cavalerie, avec leurs tactiques de harcèlement et leurs archers montés dont les flèches s'étaient abattues comme la grêle sur les rangs romains à Carès. Les légionnaires, habitués à la rigidité de leur formation d'infanterie lourde, virent de près l'efficacité d'une approche plus fluide et rapide. Ils apprirent à reconnaître les signes d'une charge de cavalerie, à comprendre la dynamique des assauts et des retraites, et à apprécier la mobilité qui leur avait tant manqué. Non qu'ils pussent pleinement imiter ces tactiques sans chevaux, mais comprendre comment combattre ce style de guerre était vital. Outre les Parthes, il y avait les tribus nomades des steppes, leurs ennemis communs. Des guerriers féroces, imprévisibles et experts dans la survie en milieu sauvage. Les Romains, qui voyaient le monde à travers le prisme de l'ordre et de la civilisation, furent confrontés à la brutalité primitive et à l'ingéniosité de la survie en désert. Ils observèrent comment ces guerriers se déplaçaient sans laisser de traces, chassaient, se cachaient et transformaient l'environnement lui-même en armes. Ils apprirent à identifier les dangers naturels, à trouver des ressources là où il semblait n'y en avoir aucune, et à adopter une résilience plus sauvage.
L'adaptation ne se limitait pas aux nouvelles tactiques guerrières. Elle touchait aussi la langue, les coutumes et même la cuisine rudimentaire de la frontière. Bien qu'ils n'oubliaient jamais leurs racines romaines, la nécessité imposa une fusion culturelle forcée. Des soldats qui avaient juré loyauté à Jupiter observèrent désormais les rituels païens parthes et la spiritualité animiste des nomades. Ils apprirent quelques mots d'araméen ou de dialectes locaux, assez pour communiquer avec leurs gardes et peut-être quelques marchands itinérants. Leurs armures de lorica segmentata, s'ils en possédaient encore, furent rapiécées avec du cuir et des tissus locaux, et leurs glaives, bien qu'encore affûtés, pouvaient être accompagnés d'arcs de style parthe ou de lances nomades si l'occasion ou le besoin s'en présentait. Même en servant leurs ennemis, la discipline romaine, innée en chaque légionnaire, ne disparut pas entièrement. Ils restaient des soldats exceptionnels. Leur capacité à construire efficacement des fortifications, à maintenir l'ordre sous pression et à combattre en formation cohérente, même improvisée, les rendait précieux. Les Parthes, qui avaient peut-être sous-estimé ces prisonniers occidentaux, réalisèrent vite qu'ils détenaient une ressource militaire unique. Les Romains ne devinrent pas Parthes, mais quelque chose de nouveau, une force hybride, forgée dans l'adversité, combinant la résilience et le pragmatisme de Rome avec les leçons brutales de la guerre aux confins orientaux. Ils étaient une machine de guerre usée, mais encore fonctionnelle, et seraient envoyés là où le conflit l'exigerait, toujours plus à l'est, là où un empire encore plus lointain attendait leur entrée inattendue dans l'histoire. La mort lente de l'exil avait transformé ces hommes, et ce qu'il en restait était un témoignage de la ténacité humaine, prêt à affronter un nouvel ennemi sur un nouveau théâtre de guerre. Alors que les légionnaires perdus dépérissaient dans un exil cruel aux frontières orientales de l'Empire parthe, le monde dans lequel ils se trouvaient allait bientôt entrer en collision avec une force encore plus lointaine et monumentale, la dynastie Han. Loin des yeux de Rome, mais crucial pour le destin de ses fils oubliés, l'Empire Han régnait en maître suprême en Extrême-Orient. Un colosse de culture, de puissance et d'ambition. La Chine de la dynastie Han, au 1er siècle avant Jésus-Christ, était une société aussi sophistiquée et vaste que Rome elle-même. Ses empereurs régnaient sur des millions de sujets et leurs frontières s'étendaient sur des milliers de kilomètres, protégées par des armées disciplinées et organisées. À l'ouest, la dynastie Han affrontait un défi constant et redoutable, les tribus nomades des Xiongnu. Cette confédération de guerriers à cheval, maîtres de l'arc et de la flèche, constituait une force imprévisible et dévastatrice, terrorisant depuis des siècles les frontières chinoises par ses raids rapides et brutaux. La relation entre Han et Xiongnu était une tapisserie complexe de guerre et de paix, de traités rompus et de représailles sanglantes. Les Han cherchaient désespérément à sécuriser leurs routes commerciales occidentales, la fameuse route de la soie, vitale pour le flux de marchandises et d'idées reliant la Chine à l'Occident. Cependant, le contrôle de ces territoires, appelés régions occidentales, restait toujours disputé, et la présence des Xiongnu constituait la plus grande barrière à l'hégémonie Han. Dans ce contexte de rivalité millénaire, émergea un chef Xiongnu d'une ruse et d'une cruauté remarquable, Jiji Chanyu. En 56 avant Jésus-Christ, la confédération Xiongnu était divisée par une lutte féroce pour la succession. Jiji Chanyu, ambitieux et implacable, défia l'autorité de son cousin Huanye Chanyu. Alors que Huanye, conscient de la pression des Han, optait pour une politique d'apaisement et même de soumission partielle à la Chine, Jiji refusa catégoriquement tout compromis avec ses puissants voisins. Il décida au contraire de forger son propre empire indépendant, en se dirigeant vers l'ouest à la recherche de nouvelles alliances et de nouveaux territoires. Cette décision de Jiji de marcher vers l'ouest devint un tournant décisif dans l'histoire, reliant des mondes qui ne se seraient jamais rencontrés autrement.
Son périple le mena à travers de vastes steppes et déserts, où il assujettit plusieurs tribus mineures, étendant son influence et consolidant son pouvoir. Durant cette période d'expansion, entre 44 et 36 avant Jésus-Christ, Gigi Chanyu et ses forces entrèrent en contact avec des éléments de l'empire Parthe, ou avec leurs vassaux et alliés gardant les frontières orientales. C'est dans ce contexte que Gigi connut sa rencontre la plus singulière et la plus significative pour l'histoire. Les chroniques chinoises de l'époque commencèrent à mentionner la présence, dans l'armée de Gigi, de soldats étrangers combattant d'une manière totalement différente des guerriers nomades habituels. Ces combattants, à l'apparence inhabituelle, se distinguaient des Asiatiques que les Xiongnu rencontraient généralement. Ils étaient probablement plus grands, aux traits du visage différents, et surtout, leur manière de combattre était étrangement organisée. Ils ne pratiquaient pas les tactiques de harcèlement et de retraite rapide typiques de la cavalerie légère Xiongnu. Au contraire, ils se déplaçaient comme une unité cohérente, comme une seule machine de guerre. Imaginez la stupéfaction des observateurs chinois en voyant ces troupes en action. Ils formaient des boucliers compacts, progressant avec discipline, résistant aux charges de cavalerie et aux projectiles avec une résistance inconnue dans les steppes. Leur infanterie était disciplinée. Leur capacité à combattre en formation serrée était quelque chose que les Xiongnu et même les Chinois avaient rarement vu. S'agissait-il des fils perdus de Rome? Étaient-ce les légionnaires survivants de Carès qui, après des années de service forcé aux Parthes, avaient été vendus, échangés ou peut-être même désertés pour rejoindre Gigi, y voyant une nouvelle chance de survie ou de poursuivre leur vie militaire? La vérité exacte sur la manière dont ces Romains entrèrent au service de Gigi Chanyu reste enveloppée de mystère. Ils auraient pu être des mercenaires, offrant leurs compétences en échange de subsistance et de sécurité, peut-être même comme dernier espoir de s'affranchir de leur servitude. Ou bien, lors d'un affrontement frontalier ou d'une négociation, les Parthes les auraient livrés à Gigi dans le cadre d'un accord, ou ils auraient été capturés dans une garnison isolée. Quel que fût leur parcours, ces hommes, qui autrefois marchaient fièrement sous les aigles de Rome, se retrouvaient désormais dans les rangs d'un seigneur de guerre Xiongnu, un ennemi lointain de leurs anciens geôliers et un adversaire imminent de la puissante dynastie Han. Le mouvement vers l'est des Xiongnu de Gigi et la menace croissante qu'ils représentaient pour les routes commerciales Han allaient inévitablement provoquer une riposte de l'empereur chinois. La dynastie Han ne pouvait tolérer qu'une figure aussi provocante et imprévisible se renforce à ses frontières occidentales, surtout avec le soutien d'un contingent de guerriers affichant une discipline et des tactiques militaires inédites dans la région. La présence de ces soldats étranges dans l'armée de Gigi ne fit qu'accentuer la complexité et l'urgence de la situation pour les généraux Han. Les années d'exil et de servitude des légionnaires perdus avaient transformé ces hommes. Ils avaient survécu, s'étaient adaptés, et maintenant, peut-être sans le savoir, allaient devenir un facteur décisif dans un conflit dont les échos traverseraient les continents, reliant le destin de Rome à celui de la Chine. Les forces Han se mobilisaient, déterminées à écraser Gigi Chanyu une fois pour toutes. Et au cœur de son armée, Gigi Chanyu comptait sur la loyauté et la discipline d'un groupe d'hommes dont les origines se trouvaient à des milliers de kilomètres, au cœur d'un empire qui ignorait presque leur existence. La scène était prête pour un affrontement épique et inattendu, où la discipline romaine serait mise à l'épreuve contre la puissance de la dynastie Han sous la bannière d'un chef Xiongnu. Un nouvel ennemi se levait à l'horizon, et le destin des légionnaires perdus allait bientôt être scellé dans l'immensité du désert chinois. Au milieu des vastes et impitoyables déserts de l'Ouest, où le sable embrassait le ciel en teinte d'orange et de pourpre, et où les vents hurlaient les récits d'empires oubliés, le destin tissait une nouvelle rencontre inattendue. À la tête de l'avant-garde chinoise marchait le général Gan Yanshu, un homme de fer et de stratégie chargé d'étendre l'influence de la puissante dynastie Han jusqu'aux confins les plus lointains, en affrontant les Xiongnu,
longtemps épine dans le pied de l'Empire. C'était l'année 36 avant Jésus-Christ, et leur périple les avait menés au bord du monde connu, au-delà des dunes dorées et des oasis rares, à la recherche du redouté chef Xiongnu Jiji, dont le pouvoir croissait de façon alarmante. Gan Yanchu, monté sur son cheval, observait le paysage impitoyable. Ses yeux, habitués aux vastes plaines et montagnes de Chine, se fixèrent sur la silhouette à l'horizon. La cité-forteresse de Jiji. Ce n'était pas une fortification typique des nomades, érigée à la hâte avec des matériaux périssables. C'était une structure robuste, ses murailles de bois renforcées par des remparts de terre et entourées de 2 rangées de palissades, un défi formidable qui dégageait une étrange impression de familiarité mêlée d'aliénation. Il y avait quelque chose dans sa construction, dans sa discipline apparente, qui détonnait par rapport à l'architecture Xiongnu qu'il connaissait. Les rapports de ces éclaireurs avaient parlé de soldats à l'apparence étrange, parmi les rangs de Jiji, des guerriers aux traits occidentaux, plus grands, combattant avec une coordination inhabituelle. Gan Yanchu, homme de raison et de pragmatisme, avait écarté ces récits comme des exagérations de voyageurs ou la peur de ces hommes. Mais en contemplant cette forteresse, un doute commença à ronger son esprit. Le siège de Jiji commença avec la fureur caractéristique d'une armée Han. Les archers lancèrent une pluie de flèches, tandis que les machines de siège grondaient, projetant des rochers contre les fortifications. Les Xiongnu de Jiji, célèbres pour leur mobilité et leur raid rapide, étaient désormais confinés, se défendant avec une ténacité surprenant Gan Yanchu. Mais ce fut au moment crucial de la bataille, lorsque les troupes Han ouvrirent des brèches dans les défenses extérieures et approchèrent des murailles internes, que la véritable révélation eut lieu. Au cœur du chaos, parmi les guerriers Xiongnu combattant avec le feu sauvage de ceux qui défendent leur dernier bastion, apparut un groupe d'environ 120 à 200 hommes, nettement différents. Ils ne portaient pas l'armure de cuir ou les vêtements fluides des nomades. Au contraire, ils étaient équipés d'une armure plus lourde, bien que rapiécée et usée par le temps et l'usage. Leurs visages étaient barbus et leurs traits, sous la saleté et la sueur du combat, étaient clairement non chinois, yeux clairs, nez saillants, contrastant avec ceux de leurs alliés Xiongnu. Mais ce ne fut pas seulement leur apparence qui choqua Gan Yanchu et ses officiers, ce fut leur manière de combattre. Au lieu de charges désordonnées ou de raids de cavalerie dispersés, le style Xiongnu, ces hommes avancèrent avec une précision stupéfiante. Ils formèrent une tortue compacte et impénétrable. Des boucliers lourds furent levés à l'avant, protégeant ceux qui avançaient, tandis que d'autres boucliers couvraient leur tête, formant un toit défensif déviant flèches et pierres lancées par les Chinois. Les flancs de la formation étaient aussi protégés, créant une barrière mobile presque invulnérable, avançant lentement, mais avec une détermination implacable. Gan Yanchu, depuis son poste d'observation élevé, sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il avait lu dans d'anciens traités militaires des descriptions de tactiques semblables, provenant d'armées occidentales d'une terre lointaine. Son esprit stratégique travailla fébrilement. Ce n'était pas une tactique Xiongnu, c'était une tactique appartenant à un monde au-delà des frontières de l'Empire Han, une tactique d'un empire légendaire connu seulement par des marchands et des rumeurs lointaines. C'était la testudo, la formation en tortue romaine, symbole de l'ingénierie militaire d'une civilisation distante, transplantée d'une manière ou d'une autre au cœur de l'Asie centrale. « Qu'est-ce que c'est ?» s'exclama l'un de ses lieutenants, pointant du doigt cette formation étrange, résistant bravement à la tempête d'attaques chinoises. « Ce sont les hommes étrangers dont parlaient les éclaireurs, » répondit Gan Yanchu, sa voix basse mais chargée d'une compréhension profonde. « Ce ne sont pas des Xiongnu, ils combattent comme aucune autre armée que nous ayons jamais vue. Cette discipline, cette formation de boucliers vient d'ailleurs. » La vision de la testudo à Jiji était un anachronisme stupéfiant, un écho lointain d'un conflit survenu près de 20 ans plus tôt et à des milliers de kilomètres. Ces hommes, les derniers vestiges de la Légion perdue de Crassus,
forcés de servir leur nouveau seigneur Xiongnu, démontraient maintenant l'apogée de la discipline militaire romaine sur les sables du désert chinois. L'ironie était cruelle. Ceux que Crassus avait menés à la ruine, que Rome avait tenté d'effacer de la mémoire, gravaient maintenant leur marque indélébile dans l'histoire de la dynastie Han. Malgré sa surprise, Gan Yanchu était un général expérimenté. Il adapta rapidement ses tactiques. La formation en tortue était efficace contre les flèches et les projectiles frontaux, mais lente et vulnérable aux attaques latérales et arrière, une fois la coordination rompue. Il ordonna à ses troupes de contourner ces guerriers étranges, exploitant leur supériorité numérique pour les presser de tous côtés, tandis que des archers tiraient des flèches enflammées pour incendier les palissades restantes et forcer la formation à se disperser. La bataille fit rage pendant des heures. Les flammes léchèrent des structures de bois de Jiji et les cris de guerre des Han se mêlèrent aux rugissements Xiongnu et aux cliquetis métalliques des boucliers des guerriers étrangers. Même sous une pression immense, la Testudo tint bon, un témoignage de la ténacité et de l'entraînement reçu dans une terre très lointaine. Ils combattirent jusqu'au dernier, une petite île de discipline dans un océan de fureur Xiongnu, jusqu'à ce qu'enfin, submergés par la supériorité numérique chinoise, ils fussent vaincus. Quand la forteresse de Jiji tomba enfin, Jiji fut capturé et exécuté, mettant fin à une menace majeure pour la dynastie Han. Parmi les prisonniers, Gan Yanchu ordonna que les soldats étranges fussent séparés. Il les observa, certains blessés, d'autres épuisés, mais tous gardant une dignité et une résilience, même dans la défaite. Ces hommes, captifs de Kar, survivants de la Légion perdue, avaient suivi le chemin le plus long et le plus tortueux jusqu'à cette rencontre extraordinaire. Ils étaient désormais entre les mains d'un empire aussi vaste et puissant que celui qu'ils avaient autrefois servi, mais dans un monde entièrement différent. Le choc des civilisations avait eu lieu, non par des diplomates ou des marchands, mais par le sang et la poussière d'une bataille oubliée aux frontières les plus reculées du monde connu. L'histoire de ces hommes devait encore connaître son dernier chapitre. Quand la poussière de la bataille de Jiji retomba enfin sur les ruines fumantes de la forteresse de Jiji, les généraux victorieux de la dynastie Han, Gan Yanchu et Chen Tang, inspectèrent le champ de bataille avec un mélange de triomphe et de perplexité. La victoire était indéniable, écrasante. Le redoutable chef Xiongnu était mort, son pouvoir démantelé. Mais autre chose avait capté leur attention. Parmi les morts et les blessés, ils trouvèrent ces mercenaires étranges ayant combattu avec une discipline et une férocité jamais vues aux frontières occidentales. Ces hommes n'étaient ni Xiongnu, ni semblables à aucun autre peuple connu des Chinois. Leurs traits, leurs cheveux, leur maintien droit même dans la défaite, tout indiquait une origine lointaine et mystérieuse. Plus encore, leur tactique, en particulier cette formation en bouclier de tortue résistant aux flèches et aux lances, révélait un entraînement et une tradition militaire d'un monde totalement différent. Gan Yanchu, vétéran de nombreuses campagnes, comprit qu'il serait insensé de gaspiller de tels guerriers. Ils avaient combattu pour Jiji, certes, mais leur loyauté semblait moins liée à la cause Xiongnu qu'à leur propre survie et à un code d'honneur maintenu même dans l'adversité la plus extrême. La décision fut pragmatique et visionnaire. Les survivants ne seraient pas exécutés. Au contraire, ils seraient capturés, leurs blessures soignées, puis intégrés. Les quelques centaines de légionnaires restants, le dernier vestige de la grande armée que Crassus avait conduite dans le désert 37 ans plus tôt, furent emmenés comme prisonniers de guerre au sein de l'Empire Han. Pour eux, c'était encore un cruel coup du destin. De fiers soldats de Rome à esclaves parthes, ils devenaient maintenant captifs d'une dynastie encore plus lointaine dans une terre dont ils connaissaient à peine le nom. Pourtant, cette capture par les Chinois leur offrait quelque chose que l'esclavage parthe ne leur avait jamais donné, un aperçu de stabilité, peut-être même un avenir. Les archives chinoises de l'époque sont succinctes mais claires. Les généraux Han furent impressionnés par la résilience et les compétences militaires de ces guerriers à l'apparence étrange.
Ils furent décrits comme ayant des visages longs et des yeux bleus, une anomalie dans un pays où de tels traits étaient rares. Plutôt que de les rejeter, les Chinois les employèrent. Ils furent affectés à la garde des frontières occidentales, précisément la région où ils avaient combattu pour la dernière fois. C'était une décision intelligente. Qui mieux que des hommes connaissant la brutalité de ces frontières, éprouvés comme combattants redoutables, pouvaient les défendre. Ainsi, peu après la bataille de Zhiji, vers l'année 36 avant Jésus-Christ, on pense que ces derniers survivants de la Légion perdue de Rome furent établis dans un lieu qui deviendrait plus tard connu sous le nom de Liqian, dans la province du Gansu. Liqian, ou Jielu à l'époque, était un petit village frontalier, un avant-poste à l'extrême ouest du vaste empire Han. Loin de Rome, loin de la Parthie, ces hommes trouvèrent un foyer de fortune, peut-être le plus paisible qu'ils connurent depuis la funeste campagne de Crassus. Le temps passa et la mémoire orale, souvent plus durable que le parchemin, commença à tisser une légende à Liqian. Des siècles plus tard, voyageurs et érudits occidentaux remarquèrent quelque chose d'étrange chez la population locale. Une proportion surprenante d'individus présentant des traits physiques ne correspondant pas aux standards asiatiques habituels. Cheveux blonds ou roux, yeux clairs, nez aquilin. Ces caractéristiques, bien que non universelles, étaient suffisamment marquées pour intriguer. Au XXIe siècle, la science moderne vint éclairer ce mystère. Des études ADN menées en 2005, puis en 2010, analysèrent des échantillons génétiques d'habitants de Liqian. Les résultats furent frappants. Un pourcentage significatif de la population locale portait des marqueurs génétiques européens, spécifiquement associés à des populations d'Europe occidentale. Bien que les lignées directes soient complexes et influencées par les migrations le long de la route de la soie, la corrélation avec l'histoire de la Légion perdue de Rome semblait pour beaucoup indéniable. Outre la génétique, d'autres indices existent. D'anciennes descriptions de l'architecture de Liqian et des villages voisins mentionnent parfois des murs doubles ou des palissades pouvant refléter des techniques de fortification romaines. Des récits locaux, transmis de génération en génération, parlent d'ancêtres guerriers venus de l'Ouest, excellents au combat et s'étant installés dans la région. Certaines légendes évoquent même une ville romaine perdue dans les montagnes, ou des pièces antiques déterrées portant l'effigie d'empereurs romains. On peut aisément imaginer la vie de ces hommes à Liqian. Ils se seraient mariés avec des femmes locales, fondant des familles. Leurs enfants, métis, auraient appris le mandarin et adopté nombre de coutumes chinoises, tout en gardant peut-être des récits, une manière de se battre ou de construire qui était un lointain écho de Rome. La culture romaine, si fière et dominante, se serait dissoute et fondue dans la culture chinoise, créant une identité nouvelle. Ils furent peut-être les premiers Européens à s'établir durablement en Chine, non comme marchands ou diplomates, mais comme survivants d'une guerre oubliée. Liqian devint le point final de leur voyage. Pour les survivants de Kharès, qui avaient marché des milliers de kilomètres à travers déserts et montagnes, passant d'esclaves à mercenaires puis à citoyens d'un royaume étranger, le village fut un sanctuaire. Là, les derniers échos de la Légion perdue de Rome, ceux qui avaient survécu à l'arrogance de Crassus et à la brutalité des Parthes, trouvèrent non un retour glorieux, mais une paix humble et durable au bout du monde connu. Ils avaient tout perdu leurs règles, leur étendard, leur identité romaine, mais gagné une nouvelle vie, loin de la mémoire et de la portée de Rome. L'histoire de Liqian n'est donc pas seulement un mystère génétique ou archéologique, mais un témoignage de la capacité humaine à s'adapter et de l'improbable intersection de deux empires colossaux. La poussière de Liqian, peut-être, garde encore l'écho des tambours de Rome et le lament des hommes tombés sous la pluie de flèches parthes. C'est une cruelle ironie du destin, une épopée étouffée par l'histoire officielle, que l'ambition démesurée d'un homme
Marcus Licinius Crassus, l'un des Romains les plus riches et puissants de son époque, est abouti non à la gloire promise, mais à la désintégration et à l'oubli de 10 000 de ses hommes aux confins les plus éloignés du monde connu. Crassus rêvait d'égaler les conquêtes de Jules César et de Pompée, de forger son propre héritage militaire. Mais le prix de son arrogance ne fut pas seulement sa propre vie et la perte des aigles sacrés, mais aussi l'exil et l'effacement identitaire de milliers de légionnaires, qui trouvèrent leur ultime refuge non à Rome, mais dans un village poussiéreux de Chine. La Légion perdue de Carès, ainsi qu'elle fut surnommée par les murmures de l'histoire et les découvertes modernes, représente bien plus qu'une simple défaite militaire. Pour Rome, ce fut un trauma profond, une blessure narcissique que la République tenta et réussit largement à reléguer dans l'oubli collectif. Ce n'était pas seulement la perte d'étendards et d'hommes, mais l'humiliation de voir la prétendue machine militaire invincible romaine démantelée sur un champ de bataille. Ses soldats réduits en esclavage et livrés à la merci d'ennemis lointains. La propagande romaine, experte à façonner les récits, choisit de taire l'ampleur du désastre, évitant que l'histoire de ces hommes captifs devienne un rappel constant de la fragilité impériale. Les légionnaires de Carès, jadis colonne vertébrale d'un empire en expansion, devinrent des fantômes, absents des annales romaines, mais curieusement présents dans les archives chinoises et peut-être même dans le tissu génétique de Lykian. La tragédie de Carès, survenue en 53 avant Jésus-Christ, marqua la première défaite massive et humiliante de Rome en Orient. Jusque-là, l'expansion romaine semblait imparable et ses légions invincibles. L'Empire parthe, avec ses tactiques d'archers à cheval et ses cataphractaires blindés, révéla une vulnérabilité que les Romains n'étaient pas prêts à admettre. La machine militaire romaine, optimisée pour les combats terrestres contre l'infanterie, se révéla étonnamment inefficace face à la mobilité et au feu à distance des Parthes. La formation en testudo, si efficace contre les flèches dans des combats rapprochés, devint une prison mortelle sous la pluie incessante et inépuisable de flèches parthes dans le vaste désert mésopotamien. Crassus ignora les conseils de ses généraux et succomba à sa propre avidité, menant ses hommes dans un piège sans issue où la force brute et la discipline romaine furent submergées par la ruse et l'adaptation parthe. L'histoire de la Légion perdue est donc la preuve indélébile que la machine militaire romaine, aussi impressionnante fût-elle, avait ses faiblesses. Ce n'était pas une force indestructible, mais une création humaine, sujette aux erreurs de commandement, aux défauts tactiques et aux surprises du champ de bataille. Cette leçon, apprise à un coût si élevé, résonna dans les futurs affrontements romains en Orient, bien que la mémoire précise de Carès et le destin de ses prisonniers aient été opportunément obscurcis. La capacité de Rome à absorber et surmonter des défaites notables, comme à Cannes ou à Teutoburg, repose en partie sur sa maîtrise de la narration historique. Mais à Karel, l'humiliation fut si profonde que l'oubli sembla la seule option viable pour la psyché impériale. Cependant, l'histoire a une manière particulière de déterrer ce qui fut caché. Le retour silencieux de la Légion perdue ne se fit pas en triomphe, mais en murmures archéologiques et génétiques. Les survivants, contraints à une vie d'esclavage militaire, servant d'abord leur geôlier parthe puis le chef Xiongnu Jiji, démontrèrent une résilience remarquable. Ces hommes, formés pour combattre pour Rome, s'adaptèrent pour se battre pour leurs ennemis, intégrant tactiques et modes de vie étrangers. Leur apparition à la bataille de Jiji, en 36 avant Jésus-Christ, combattant en formation en écailles de poisson ou en tortue, stupéfia les généraux de la dynastie Han. Leur discipline et leur organisation, même sous le commandement d'un seigneur de guerre Xiongnu, étaient incontestablement romaines, un écho lointain d'un monde qui les avait abandonnés. Ainsi, l'épilogue de leur voyage les conduisit à Lykian, non pas en conquérant, mais en survivant, mercenaires captifs ayant impressionné leur nouveau maître chinois, plutôt que de les anéantir.
les Chinois, pragmatiques et astucieux, reconnurent la valeur de leur discipline et de leur expertise militaire. On leur offrit une nouvelle vie, la possibilité de s'établir, une chance de trouver enfin la paix après des années de captivité et de combats incessants. Liqian, avec ses indices architecturaux et les preuves génétiques pointant vers une lignée européenne dans la population locale, devint le témoignage le plus tangible de cette saga oubliée. C'est un sanctuaire silencieux pour les hommes que la cupidité d'un chef arracha de leur foyer, traversant continents et cultures pour finalement s'établir dans un coin oublié du monde, bien loin de toute carte romaine. La légende de la Légion perdue de Rome est un rappel poignant du coup de l'arrogance et de la marche implacable de l'histoire. C'est un récit transcendant frontières et siècles, reliant des civilisations distantes et révélant l'interconnexion profonde de l'expérience humaine. L'ombre de Carrée plane sur cette histoire, non seulement comme symbole de l'humiliation romaine, mais comme épitaphe pour 10 000 hommes dont la loyauté à Rome les mena à une odyssée inimaginable. Leur histoire, autrefois réprimée et reléguée à l'oubli, ressurgit aujourd'hui des sables du désert et des annales chinoises, une preuve que même les plus grandes puissances ne sont pas invincibles et que le legs d'un peuple peut trouver refuge aux endroits les plus improbables et reculés. Le périple de ces légionnaires, de fiers guerriers à esclaves, puis d'esclaves à colons en terre lointaine, est un hommage à la résilience de l'esprit humain et à la capacité de l'histoire à nous surprendre, même 2000 ans plus tard. Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à la chaîne, mettez un pouce en l'air et laissez votre commentaire. C'est la chaîne des empereurs. À la prochaine.